Salutationalisation! Si vous vous rappelez bien, il y a déjà quelques mois, j'ai produit une vidéo sur les alignements Donjons et Dragons, sur leur fonctionnement et surtout sur comment les appliquer à certains personnages de la pop culture. Et si vous êtes un inconditionnel de la chaîne, vous savez que j'ai produit une série de vidéos appelée Analyse du mal, où j'analyse les antagonistes de diverses fictions, et qu'à la fin de ces épisodes, je classe le personnage dont je parle dans le tableau d'alignement de Donjons et Dragons. Cependant, c'est une tradition que j'ai inaugurée dans la vidéo qui parlait de Barry Dillon de la série Archer, 6e épisode de la série. Ce qui implique deux choses. De un, il y a 5 méchants sur cette chaîne qui n'ont pas eu droit à leur alignement Donjons et Dragons, mais aussi depuis, eh bien, j'ai parlé de beaucoup de personnages, pas forcément que des méchants, qui eux non plus n'ont pas été classés. Il est temps de rectifier à bord. Aujourd'hui, on prend tous les personnages dont j'ai parlé sur cette chaîne et on les classe dans leur alignement Donjons et Dragons. Mais avant ça, 3 petites choses. D'un, il n'est pas obligatoire de jouer à D&D de façon accrue pour comprendre cette vidéo. Moi-même, je me considère plus comme un néophyte qu'un vrai amateur. Et si vous avez besoin d'un reminder, la vidéo parlant de la fameuse charte ainsi que la playlist de vidéos sur l'analyse du mal se trouvent toutes deux dans la description. De deux, je sais que les alignements Donjons et Dragons chez les joueurs, c'est quelque chose qui génère beaucoup de passion et de friction. Du simple fait que ce qui est considéré comme loyal, bon ou non, eh bien, c'est très subjectif. Alors, si vous voulez amener un point en particulier, soyez sûr de débattre poliment en commentaire. Et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? De 3, je suis parfaitement conscient que cette vidéo, bien, c'est du contenu beaucoup plus simple et beaucoup plus court que ce à quoi je vous ai habitué sur cette chaîne. Et la raison est simple. Le mois d'octobre arrive et je vous prépare quelques petites surprises, autant au niveau de la chaîne qu'au niveau de mes vidéos analyse du mal. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vais simplement lâcher ça là. Si vous avez vu les quelques dernières vidéos, vous avez probablement déjà manqué un indice qui était assez clair. Sur ce, enchaînons avec les premiers personnages. Coraline. Ah, Coraline, un de mes films préférés, un de mes grands classiques d'Halloween et surtout, la première vidéo disponible sur cette chaîne. Dans la dite vidéo, je parle de Coraline surtout en tant que film et non en m'attardant seulement sur le personnage. Mais j'ai décidé de l'aligner quand même pour célébrer les bientôt 1 an de diffusion vidéo avec vous, mon cher public. Coraline, donc, est un personnage courageux qui désobéit constamment à ses parents. C'est même le point principal du film. Le fait de ne pas suivre les règles peut avoir de lourdes conséquences. Mais c'est aussi en faisant une entorse aux règles que Coraline va être capable de venir à bout de la belle dame ou marâtre en français et donc de délivrer ses parents. Coraline est donc un personnage qui a un fort sentiment de faire le bien au-dessus de celui de suivre les règles. Moi, je trouve qu'elle est parfaite pour l'école des chaotiques bons. Darth Maul. J'ai énormément hésité à parler de Darth Maul dans cette vidéo pour plusieurs raisons. De un, je trouve qu'il serait un candidat parfait pour les vidéos d'analyse du mal. Et de deux, on va reparler de ce que Star Wars implique au niveau d'un alignement d'ici quelques minutes. Mais bon, après tout, c'est un personnage qui est assez apprécié, avec, soyons honnêtes, probablement le meilleur développement de l'histoire de Star Wars. Il mérite donc d'être mentionné. Son alignement, c'est pas quelque chose de super simple comparé à beaucoup d'autres entrées sur cette liste, pour la simple et bonne raison que Maul en lui-même est un personnage très complexe. Mais en bout de ligne, son but premier sera toujours de se venger autant envers Palpatine qui l'a remplacé et torturé qu'envers Obi-Wan qui lui a coupé son ambition. Littéralement. Et la vengeance, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais c'est un but égoïste où on fait du mal à quelqu'un pour le simple plaisir de lui faire du mal. Ce qui est donc, par définition, chaotique, mauvais. Tarzan. Tarzan, il vit dans la jungle. Il n'a donc jamais vraiment été exposé aux règlements et aux lois, si ce n'est la pseudo-hiérarchie de commande du peuple gorille. Et même là, il va passer le film à défier l'autorité de son père adoptif Kerchak. Le tout dans des buts, sans dire égoïste, assez peu altruiste, à savoir aller parler aux humains et comprendre ses origines. But qui est justifiable, mais que je ne peux pas considérer comme étant bon, du simple fait que Tarzan agit sans prendre en compte les conséquences que ça pourrait avoir. Et même s'il n'est pas méchant et à la fin du film comprendra ses erreurs, les grandes lignes feront que je le considère comme un personnage moralement gris. Ce qui va faire que Tarzan va aller à chaotique neutre avec un petit penchant vers le chaotique bon. Après tout, il est pas méchant, il est juste dans une situation qui est particulière. Le Joker. Chaotique mauvais. Le Joker est chaotique mauvais. C'est même l'exemple le plus pertinent de chaotique mauvais de la fiction actuelle. Je vois pas trop quoi ajouter. Chuck. Il va poser problème celui-là. Chuck, c'est Dieu, mais au sens littéral du terme. Il est littéralement le démurge de l'univers Supernatural. Il est le père créateur. Parler du code moral de Dieu en tant que figure religieuse, c'est une vidéo qui pourrait être très intéressante. Jamais, jamais, ça arrivera jamais.
abonne-toi pour me faire changer d'idée. Mais Chuck en tant que tel, il est totalement obsédé par le fait que tous les univers tournent à sa façon et semble dégoûté par le simple concept de libre arbitre, surtout chez les frères Winchester. Mais prenez la chose comme suit. Les humains, ce sont les créations de Chuck. De son point de vue à lui, c'est des formes de vie inférieures, exactement comme un être humain peut regarder un simple organisme monocellulaire. Prenant en compte donc ses actions, son statut et surtout son besoin d'ordre à tous les niveaux, je pense que Chuck mériterait sa place chez les loyaux mauvais avec un petit penchant vers les loyaux neutres. Ouais, j'ai pas hâte de voir la section commentaires là-dessus. Itachi Uchiha. Probablement le personnage le plus gris moralement de l'histoire de Naruto, je ne peux pas me résoudre à mettre Itachi dans une bonne catégorie, du simple fait que c'est un tueur d'enfants. Mais en même temps, les actions qu'il a commises ont su éviter une guerre civile et un coup d'état envers le village de Konoha. Et paradoxalement, le fait qu'il a dû faire des choix aussi complexes d'un point de vue narratif, c'est ce qui le rend très facile à aligner. Sacrifier son code moral aux besoins d'une éthique sociale, il n'y a pas plus loyal neutre. Percy Jackson. J'ai surtout parlé de la version livre et comic book de la saga Percy Jackson dans mes vidéos et de ce que j'espère voir dans la série à venir ce mois de décembre. Ce qui est bien avec Percy Jackson comparé à beaucoup d'autres personnages de littérature moderne, c'est qu'il a son propre caractère, sa propre personnalité. C'est pas comme Bella Swan ou Harry Potter qui sont globalement caractérisés, mais dans les faits assez vides pour que le lecteur puisse facilement s'identifier. Il possède donc bien des traits, bien des défauts, et parmi eux se trouve sa faiblesse mortelle soutenue par la déesse Athéna, c'est-à-dire sa fidélité envers ceux qui lui sont chers, exactement ce qui va le pousser à se dresser devant n'importe quelle figure divine qu'il rencontre. On parle de quelqu'un qui envoie chier Zeus, Hadès, Arès, Athéna, Tartare et j'en passe. Percy Jackson se retrouve donc à Chaotic Bon, mais genre méchamment Chaotic Bon. Et oui, c'est un t-shirt héros de l'Olympe. Maître Joris. Joris est l'émissaire du roi de Bonta. Enfin, il va prendre des responsabilités d'adulte et passer les siècles suivants à élever la réincarnation de son père adoptif Kérubim. Et à se battre pour la gloire de Bonta, autant en tant que chevalier sur le champ de bataille qu'en tant que figure politique dans les salles de débat. Mais aussi, Joris, c'est quelqu'un qui va toujours faire ce qui est nécessaire pour protéger les gens autour de lui. C'est pour ça qu'avec toutes ses qualités, il mérite sa place chez les loyaux bons. Superman. Loyal bon. C'est difficile de faire plus loyal bon que Superman. C'est le Boy Scout ultime, il protège la veuve et orphelin. Il a même déjà renoncé à sa citoyenneté américaine pour pouvoir mieux insuffler l'espoir chez l'ensemble des peuples de la Terre. Superman est loyal bon. Hugo l'Héliatrope. Alors là, on en a un qui est assez intéressant parce que, il est aux deux extrêmes. Autant Hugo, c'est le symbole de la beauté et de la pureté, Ombrage ne pouvant pas voler son âme à cause de son innocence, sans parler du fait qu'il est incapable de dire non à quelqu'un qui a besoin d'aide, ça devient même un running gag dans la série. Mais Hugo, quand tu prends certains éléments en compte, tu te rends compte qu'il a fait des choses assez discutables. Dans les OAV, il va prendre de force les Dofus Héliatropes pour aller aider Pimpin combattre Ogrest, malgré les conséquences que ça peut engendrer. Et même les conséquences que ça a engendré, je rappelle que juste pour sauver son ami, Hugo, il a failli sacrifier la planète au complet. Et à ce moment-là, même si Hugo, il a encore le corps d'un enfant, il est tout de même dans la vingtaine, et vu les choses qu'il a vécues, ça aurait dû lui faire prendre conscience de tout ce qui est en jeu au-dessus de la vie de Tristepin. Arrête! Tu vas détruire le monde! Adama y avait raison. Pimpin, je peux pas me battre contre Ogrest. Le moindre coup que je reçois affaiblit le monde. Donc même si Hugo dans son écriture est un personnage qui est fait pour être loyal bon, je ne peux pas l'envoyer ailleurs qu'à neutre bon. Voldemort. Ah, Voldemort, le premier épisode d'analyse du mal. Et mine de rien, on arrive bientôt au 20e. Voldemort, donc, il dirige une armée anti-Moldu et il est motivé principalement par la haine et par le désir de pouvoir. C'est pas une personne qui va tuer par plaisir, mais si qui que ce soit se dresse sur son chemin, il prendra sa vie sans hésiter. La baguette m'obéit-elle pleinement? La baguette de Suro appartient au sorcier qui a tué son dernier propriétaire. Tant que tu vivras, la baguette de Suro ne pourra m'appartenir vraiment. Tu as été un bon et fidèle serviteur, Severus. Et c'est cette mentalité de succès à tout prix qui lui pousse souvent à tuer des gens autour de lui, qui fait que Voldemort se retrouve chez les neutres mauvais. Batman. C'est peut-être le cas le plus complexe de la vidéo. Batman a présentement 80 ans d'existence derrière lui. Et contrairement à d'autres personnages comme Superman et le Joker, c'est pas quelqu'un qui est resté fidèle à un status quo et qui en a fait une identité. Il a énormément évolué
au fil des décennies. Les premiers Batman, tu pourrais presque argumenter que c'est des comics qui le dépeignent comme un anti-héros tellement ils sont pleins de violence et plus sombres que ceux d'aujourd'hui. Je veux dire, Batman, à la base, il avait quand même un Batgun. Et à chaque fois qu'il le sort au cinéma, eh bien, ça fait polémique. Cependant, j'ai déjà expliqué que Batman, son image de mauvaise personne en quête de vengeance, c'est juste ça, une image. Et à voir comment Batman croit principalement en son code moral, à savoir ne pas tuer, ne pas utiliser d'armes à feu, mais que, même quand il fait des entorses à cette règle, c'est dans le but ultime de rendre la ville de Gotham City plus sûre, je crois que Loyal Neutre est la maison pour lui. En vrai, c'est l'alignement duquel je suis le moins sûr de toute cette vidéo, soyez sûr de lâcher vos avis en commentaire. Eric Cartman. Or, Cartman, c'est le genre de personnage qui est écrit seulement pour faire comprendre que le mal à l'état pur, ça existe. C'est tantôt un sale enfant qui fait des crises de colère et des caprices en prenant tout ce qu'il veut sans réel respect pour qui que ce soit. Ne te comporte pas en sale môme trop gâté. Je veux bien t'acheter le handybook de Toshiba, sinon je t'achète rien du tout. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça, au moins, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Tantôt un sociopathe narcissique qui pourrit la vie des gens et qui semble avoir la haine pour toute minorité ancrée en lui. Mais j'étais sûr aussi qu'il te dirait pas que Denkin, c'est un beauf total qui tire à vue sur les rôdeurs qui entrent chez lui. Après une nuit de travail à la hache, j'avais tous les ingrédients pour mon chili con carnaval. Comme ça, je pouvais te confirmer personnellement la mort de tes parents. Et bien sûr, te faire bouffer mon chili. Est-ce que tu l'aimes? Nanana, nanana, je t'ai fait bouffer tes parents. Nanana, nanana. Sans déconner. Et si vous avez vu au moins 3 épisodes de South Park dans votre vie, je crois pas avoir besoin de me justifier plus longtemps. Cartman, Chaotic Evil. Light Yagami. Light, encore un cas intéressant pour les analyses du mal. La question étant, peut-on faire le mal dans un but absolutiste de bien? Yagami va répondre que oui. Sans nul doute, c'est même pas à peine d'argumenter. Il est un tueur de méchants motivé par un narcissisme maladif et par une perception corrompue de la justice. Les buts premiers de Light, c'est la création de son ordre à lui, la modélisation d'un monde où lui seul est le dieu. C'est difficile de faire plus loyal mauvais que ça. Thanos. C'est quand même très méchant, les génocides. Ce qui rend Thanos complexe, c'est que c'est pas quelqu'un qui va agir par malice, par égoïsme, par vengeance, quoi que ce soit. Thanos, il est convaincu qu'il agit pour un meilleur bien. Il est conscient qu'il pose des actions discutables, mais il ne les poserait pas s'il voyait une autre solution. Même que je permets de mentionner ça, mais dans la série What If, tu vois que si quelqu'un avait réussi à lui faire entendre raison, il aurait pu avoir un certain arc de rédemption. Et contrairement à beaucoup d'autres personnages sur cette liste, Thanos, il est capable d'écarter les gens sur son chemin sans pour autant les blesser et ou les tuer. Mais Thanos reste un maniaque génocidaire qui a le succès à tout prix au cœur, ce qui veut dire que je vais l'envoyer chez les neutres mauvais. Eren Yeager. J'aurais tendance à dire que Eren est loyal mauvais, s'il n'habitait pas dans l'univers dans lequel il habite. Tout dans l'attaque des Titans tourne autour du fait que ça aurait toujours dû arriver comme c'est arrivé. Eren, c'est quelqu'un qui s'est résigné à son destin qui était de faire le mal. Et on voit plusieurs scènes qui nous font penser que si les choses avaient pu se passer différemment, c'est ce que Eren aurait pu souhaiter. C'est pour ça que je vais faire la décision, je le réalise très controversée, d'envoyer Eren chez les loyaux neutres avec un penchant vers vrai neutre et loyal mauvais. Grimmel. Le chasseur de furies nocturnes, troisième antagoniste du volet final de ma saga cinématographique préférée de tous les temps, parlons de Grimmel le Grizzly. Il est contre les dragons, les considère comme un fléau à éliminer, mais il pense aussi que de tuer une furie nocturne est avant tout un signe de gloire. Il a recours à beaucoup de stratégies discutables comme la manipulation et le mensonge, il ne va jouer sur les règles que quand elles sont à son avantage, et il est prêt à faire des compromis, mais seulement s'il en tire la plus grosse part du gâteau. Et comme Grimmel, encore une fois, il a des buts égoïstes et des buts de succès personnels, mais qu'il ne blessera jamais quelqu'un par pur plaisir, je pense encore une fois qu'il devrait aller chez les neutres mauvais. Cal Kestis. Elle est complexe, la question de Cal, et je me permets de revenir sur ce que j'ai dit sur Darth Maul. Ce qui rend les personnages de Star Wars difficiles à aligner, c'est qu'il faut prendre en compte que est-ce que oui ou non ils sont responsables de leurs actions une fois qu'ils tombent du côté obscur. Et si la réponse est oui, est-ce que ça veut dire qu'ils sont aussi responsables de leurs bonnes actions quand ils croient au côté lumineux? Mais bon, admettant que oui.
Cal Kestis reste encore plus complexe du simple fait que, à peu près aux 3/4 du deuxième jeu, son but change d'un but idéaliste envers un but de vengeance. Mais à ce moment, Cal, on a déjà bien compris que le côté obscur plane au-dessus de sa tête, ce qui rend la tâche de l'aligner encore plus difficile. S'il y a une constante, c'est que Cal se dresse contre les règlements et contre l'Empire qui est le gouvernement de cet univers. Et en bout de ligne, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais avec ce qu'il a vécu, on peut comprendre les actions. C'est pourquoi j'envoie Cal à chaotique bon, mais avec un bon penchant vers le chaotique neutre. Et avec ça, ça conclut notre petite expérience, mais ne vous en faites pas, le mois d'octobre aura son lot d'analyse du mal. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle plus de Donjons et Dragons. Dites-moi en commentaire s'il y a un personnage avec lequel vous n'êtes pas d'accord et si oui, où l'enverriez-vous? Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.